Bonjour à tous, on espère que la balade vous a plu, la visite, la dégustation. Il y a quelques mois, avant de repenser complètement le festival, avant tout cet épisode de crise sanitaire, etc., on avait au départ pensé organiser deux conférences bien distinctes. Une première avec Maxime de Rostolan sur l'agriculture et l'agroécologie en particulier. Pardon, tu peux. Et une seconde conférence sur un autre sujet, mais assez spécifique aussi, sur le, je sais pas si je peux le dire comme ça, sur le municipalisme, c'est-à-dire sur la mise en œuvre locale d'une écologie sociale, avec Damien Carême et Daniel Cueff. Et finalement, au regard de tout ce qui s'est passé, on s'est rendu compte, comme beaucoup d'entre nous, que le concept de résilience était dans les bouches et dans les esprits de beaucoup, beaucoup de monde, et que ça pouvait être opportun de consacrer à cette idée une table ronde en entier. Du coup, peut-être pour commencer, vous pouvez simplement, je pense que beaucoup d'entre nous vous connaissent, mais vous présenter en quelques mots, chacun. Bon, je suis Maxime de Rostolan. Je suis entrepreneur, militant, écolo depuis un bout de temps. Et donc j'ai bossé d'abord dans la pédagogie, j'ai fait des supports, des affiches pour les écoles sur tous les enjeux du développement durable. Puis j'ai découvert le biomimétisme. J'ai monté une plateforme de financement participatif sur l'agroécologie qui s'appelle Bluebees. Et puis je me suis formé au maraîchage. J'ai monté une première ferme dans le cadre de l'association Ferme d'Avenir. Et puis j'ai réalisé à quel point il y avait une distorsion de concurrence inique entre l'agriculture industrielle et chimique et l'agroécologie. Et je me suis dit, il faut rétablir cette distorsion de concurrence. Sinon, il n'y a pas de modèle économique à l'agroécologie. Et donc, j'ai commencé à faire du lobbying et à m'impliquer notamment dans les états généraux de l'alimentation, pour lesquels on a proposé une dizaine d'amendements. Il y en a 4 qui ont été débattus, un qui a été voté et il a été censuré par le Conseil constitutionnel. Ce qui fait que j'ai jeté l'éponge et j'ai dit, OK, en fait, il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas une transition démocratique, parce que nos institutions ne sont pas à même de faire primer l'intérêt général. Donc je suis sorti de Ferme d'Avenir et j'ai lancé le mouvement La Bascule en Bretagne, où d'ailleurs on était il y a un an avec Damien et Daniel. Et voilà, et donc La Bascule, un mouvement de lobbying citoyen. Et maintenant, je suis en train de lancer un nouveau projet sur l'agroforesterie. Voilà. Bonjour, Damien Carême. J'ai été pendant un peu plus de 18 ans maire de Grande-Synthe, une commune dans le nord de la France, à côté de Dunkerque, et à 30 km de Calais, ce qui nous a valu un éclairage médiatique à un moment où on a accueilli des chercheurs de refuge qui passaient sur le territoire de ma commune depuis très longtemps, depuis grosso modo la fermeture de Sangatte, mais de manière plus importante. En 2015, avec la guerre en Syrie, beaucoup voulaient passer en Angleterre et avaient élu domicile sur un terrain de ma commune. Et de là, on a décidé de les héberger dans des conditions dignes d'être humains, plutôt que de les laisser comme ça, sans rien. Et puis, depuis juillet 2019, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai été élu député européen dans le groupe des écologistes du Parlement européen. Je suis passé du local au global. Et quand on est local, ça va, on peut mettre en œuvre des solutions. On a une idée le matin, on l'a fait l'après-midi, grosso modo. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un débat passionnant parce que les difficultés que j'ai rencontrées en tant qu'élu local, il y a une partie des solutions qui se trouvent là-haut. Que ça soit sur la politique agricole commune, sur les migrations, sur l'énergie, sur beaucoup de choses qu'on traite au niveau local. Il y a des facilités qui peuvent être accordées par le niveau européen et c'est sur quoi je bosse aujourd'hui. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, je suis Daniel Cueff, je suis ancien maire de Langouette. J'étais maire de Langouette pendant 20 ans, petit village de D'Ille-et-Vilaine, à 25 km de Rennes, qui s'est engagé en 1999 de façon très forte dans la notion de développement durable, qui était une notion inconnue à l'époque du langage politique local, puisqu'on parlait surtout du cadre de vie. Et le cadre de vie consistait en gros au fleurissement du village. Et nous avons transformé cette projet fondamental de développement durable par des questions, des challenges. Est-ce qu'on peut, oui ou non, faire une cantine 100% bio ? Oui, nous l'avons fait. C'était la première en France. Est-ce que nous pouvons, oui ou non, faire du logement social très écologique, c'est-à-dire consommant peu d'énergie en matériaux biosourcés ? Oui, nous l'avons fait.
Est-ce que nous pouvons travailler sur la production d'énergie locale renouvelable? Oui, nous l'avons fait et nous sommes en train actuellement de produire de l'électricité pour les habitants, circuit court. Est-ce qu'on peut, oui ou non, travailler sur une filière alimentaire locale de proximité? Oui, nous avons ouvert une ferme permacole en particulier, qui est à la fois un centre de production pour la cantine scolaire, mais aussi un centre de formation de tout à chacun au potager. Faire de l'écologie sociale, c'est très difficile, c'est lent, il faut se battre tous les jours et tout le temps, mais on y arrive. On arrive à le faire, on arrive par volonté politique, on vient même faire des reportages dans lesquels on se retrouve souvent avec Grande-Synthe, Los Angeles, etc., en se présentant comme un des villages écolos, etc. Sauf qu'un jour, je trouvais insupportable cette image de village écologique de Langouette, je trouvais que c'était une escroquerie. Parce que je voyais la biodiversité disparaître dans mon village du fait des pesticides. Et je voyais dans mon village également, je constatais que les maladies professionnelles des agriculteurs devenaient de plus en plus les maladies des riverains. Donc je décide de m'attaquer aux pesticides et de créer une distance d'éloignement des pesticides des habitations. Et là, on m'a empêché de le faire, c'est-à-dire qu'il y a eu une réaction d'une violence forte de l'État qui a tenté d'empêcher et qui a réussi à empêcher cette expérimentation qui avait pourtant bien démarré avec l'appui des agriculteurs locaux. Donc tant qu'on fait de l'écologie qui ne touche pas des intérêts majeurs, on peut le faire. Dès que ça touche des intérêts majeurs, là, il faut que la politique reprenne le dessus et que l'on arrive à contraindre notamment les lobbies qui se trouvent à l'intérieur même de la décision politique, notamment en France. C'est l'autre. Merci beaucoup. Donc du coup, selon vous, si on va vous entendre tous les trois, il y a un défaut de complémentarité entre l'action publique et toutes les actions citoyennes, collectives qui se déroulent au quotidien à échelle locale. Si on veut voir le verre à moitié plein, oui, il y a un défaut de complémentarité. Moi, dans l'autre sens, il y a surtout un trop plein de connivence entre les intérêts industriels et les intérêts, et la parole politique, et les actions politiques. C'est surtout ça. Et nous, ce qu'on a montré, Ferme d'Avenir, on est parti fleur au fusil en disant on va prouver que l'agroécologie est plus rentable que l'agriculture chimique. Déjà, c'était oublier que l'agriculture chimique n'est pas rentable. Déjà, c'est 10 milliards d'euros par an de subventions pour acheter des pesticides ou rembourser des emprunts de gros tracteurs. Et malgré ça, il y a quand même 30% des agriculteurs qui vivent avec 350 euros par mois. C'est pas beaucoup. Donc ça fonctionne pas. Ça détruit les emplois, ça détruit la biodiversité. Donc ça fonctionne pas. Et nous, l'agroécologie, on s'est dit comment est-ce qu'on va essayer de montrer qu'il y a un modèle économique. Et il y en a pas. Il y en a pas parce qu'il y a trop de lobbyistes. Il y a 2000 lobbyistes à temps plein à Bruxelles pour aller embêter peut-être pas Damien parce qu'ils savent que c'est peine perdue, mais ils vont aller voir les députés européens pour passer des lois qui sont favorables à leurs industries qui, elles, sont délétères. Donc il faut se battre contre ça. Et je pense que les citoyens, on l'a vu d'ailleurs dans le soutien dont Daniel a pu bénéficier lors des différentes audiences à Rennes, il y a vraiment une volonté citoyenne. Je ne sais plus quel est le chiffre, mais je crois que c'est 87% des Français qui sont pour l'interdiction des pesticides. Je sais pas, il me semble qu'il y a un truc démocratique qui dit en fait on est 87% à vouloir ça, donc il faut faire ça, et on voit que ça fonctionne pas. Donc le vrai problème aujourd'hui il est politique, et donc c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'élus comme Damien et Daniel. Je pense que les politiques depuis 40 ans, 50 ans poursuivent un dogme qui est celui de la croissance, et à partir de là, parce que c'est l'emploi, c'est soi-disant l'emploi derrière, c'est le progrès, c'est tout ce qu'on a fait imaginer, tout ce qu'on a bien glissé dans l'imaginaire collectif pendant des décennies, et on en est encore là. Et donc, les élus, moi j'en connais aussi beaucoup sur un territoire industriel qui était le mien sur la région dunkerquoise, soutiennent des projets dont on sait que ça va être catastrophique sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, mais c'est pas grave, on ne sait pas faire autre chose. On est à la plus grosse centrale nucléaire d'Europe avec 6 réacteurs sur le territoire de l'agglomération. Le maire de cette commune, parce que c'est des rentrées fiscales, il est candidat pour recevoir un EPR, et tous les autres disent oui, il faut qu'on ait un EPR, alors qu'on a une double menace, c'est celle de la montée des eaux, et qu'on sait qu'en 2050 aujourd'hui, on sera sous la flotte sur ce territoire. Donc on va faire le premier EPR offshore du monde.
Mais on est dans ce plein délire aujourd'hui. On fait un agrandissement du port de Dunkerque qui est celui du XXe siècle qu'ont vécu Amsterdam, Rotterdam, etc. en plein boom des conteneurs. Et on continue à Dunkerque. On se dit, ah bah tiens, on a une idée, on va faire un port à conteneurs. Mais ça va nous mettre 1 500 000 camions sur les routes tous les ans qui vont passer dans l'agglomération. Et personne ne réagit. C'est soi-disant 6 000 emplois qui vont être créés. Et donc, les élus ne réagissent que ces 6 000 emplois créés. On oublie de dire que dans les 6 000 emplois, il y a la fille du mammouth d'Avignon qui va installer des fringues sur un portant dans le magasin Mammouth là-bas. Et ça compte un emploi parce que les fringues, elles seront passées par le port de Dunkerque. Donc, on voit bien l'absurdité de ce comptage derrière. Et puis, on voit aussi l'absurdité d'importer... Et je parle du lin parce que ici, comme chez moi, on est la région. Nous sommes les régions qui cultivent 70% du lin mondial et on ne fait rien en France sur ce lin et ça part en Chine et on le réimporte après. On le réimporte dans ces conteneurs qui arrivent. Enfin bref, on pourrait bien relocaliser toute cette économie-là plutôt que de la faire transiter à des coûts environnementaux qui sont exorbitants. Donc voilà, je pense que c'est Dominique Bourg qui dit ça. Hein, le politique, depuis longtemps, a cédé le pouvoir à l'économie. Le politique est dans la posture uniquement aujourd'hui et c'est tout l'enjeu, c'est de reprendre le pouvoir sur les économies, sur les économistes, sur l'économie en règle générale. Et c'est compliqué. Il y a des gros lobbies, il y a des puissances parce qu'ils tiennent aussi les médias aujourd'hui. Donc l'organisation du système médiatique veut le business as usual parce qu'ils ont besoin que ça continue comme ça, sinon ils vont y laisser des plumes. Tout le combat est là. Mais vous pensez du coup qu'à échelle individuelle, la majorité des gens est prête à ce changement? Les gens que vous rencontrez au quotidien, etc., les citoyens, qu'est-ce que... Je ne vais pas monopoliser la parole, mais Maxime et Daniel interviendront. Mais moi, ça fait 2 ou 3 ans que je tourne beaucoup en France pour les problèmes des migrations, pour les campagnes électorales, pour un film qui a été fait sur Grande-Synthe. Et voilà, j'ai beaucoup tourné pour les élections municipales. Là, j'ai fait 58 villes avant le premier tour. Et moi, je suis sidéré d'une chose, c'est de voir des salles qui sont pleines de gens qui ont peur de ce qu'ils mangent, de gens qui ont peur de ce qu'ils respirent, de ce qu'ils boivent. Et les couples qui sont en âge d'avoir des enfants ont peur d'avoir des enfants parce qu'ils ne savent pas dans quelle société ils vont vivre demain. Quand on en arrive à une société qui vit comme ça, dans la peur qu'on se dit quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense que les citoyens, ils sont en train de s'organiser. On le voit avec la jeunesse sur le climat, on le voit avec un certain nombre de choses. On le voit aussi même dans les réactions avec les Gilets jaunes, qui est une réaction démocratique. Alors, ça naît d'une taxe sur le diesel, mais quand on gratte, ça veut dire beaucoup derrière. Donc, ils sont en train de réagir. Et nous... Les politiques, mais on n'est pas majoritaire, vous l'avez vu, on commence à être majoritaire dans quelques villes, mais on n'est pas majoritaire ni au niveau de l'Europe, on n'est que 10% d'élus écolos sur les élus européens au Parlement. On a besoin de la société civile pour faire pression sur les politiques. Parce que les politiques, ils voient qu'une chose, c'est leur réélection. Et s'ils voient que l'opinion publique change, mais aussi le système de production, aujourd'hui le système productif, s'ils se rendent compte que les citoyens, dans leur acte d'achat, à un moment, réorientent leur acte d'achat vers une agriculture de proximité locale, de produits, d'essence locale, etc., justement, ils n'achètent plus des fringues. La mode rapide telle qu'on la vit aujourd'hui, où on achète un t-shirt à 1 euro, on le met 3 mois, on le jette, on le change, c'est une catastrophe, mais énorme, et sur le plan écologique. C'est la 2e source de pollution au monde. On parle souvent des avions, etc., mais la pollution de la mode vestimentaire, 2e source de pollution, c'est plus d'émissions de gaz à effet de serre que le transport aérien et le transport maritime réunis. Donc, si les consommateurs changent leur habitude de consommer des vêtements, si on réoriente tout ça, on assistera à une réorientation aussi de l'économie parce qu'ils voudront faire du business. Il y en aura moins parce qu'il faut atteindre une certaine sobriété. Mais on pourrait faire changer. Donc on a besoin aussi, même s'il y a un combat politique et qu'on peut le mener, on n'est pas majoritaire encore. L'opinion publique, c'est ce que disait Maxime, je pense que majoritairement, elle est prête à changer. Déjà, Mammouth, ça n'existe plus, Damien. Sur la demande en bio, par exemple, en nourriture bio locale, il y a une augmentation de la demande de 20% par an en France. Donc les citoyens sont demandeurs. Et l'offre n'augmente, elle, que de 10%. Donc chaque année, on s'éloigne de 10% de l'autonomie, ou de ce qu'il faudrait. Et donc on importe du coup de la bio qui vient d'ailleurs.
D'ailleurs, on dit du bio, c'est de l'industriel bio, ou de la bio, c'est de l'agriculture bio. Bref, et donc tout ça pour dire que d'après moi, le facteur limitant, c'est plus du tout les citoyens. Là, le facteur limitant, c'est la résistance des industries qui ont fait leur blé, enfin, leur grain, enfin tout ça, quoi, leur oseille, tous ces trucs. Voilà, il y a plein d'images, mais qui vivent là-dessus depuis tant d'années et qui veulent pas voir leur monde, leur logique s'effondrer. Et voilà, donc du coup, il y a un gros enjeu. Moi, ce que je regrette, juste dans la partie engagement citoyen ou c'est on a absolument besoin d'avoir plein de stratégies en même temps. Ça veut dire faire monter des fermes comme celle-ci, monter des festivals comme celui-ci, avoir des élus à l'Europe, avoir des élus un peu par... Et en fait, le travers qu'on a, je trouve, nous, écolos ou globalement gauche, humanistes, etc., c'est que on perd pas mal de temps et d'énergie à critiquer la stratégie de l'autre, qui pourtant a le même objectif, a la même vision, mais il a une autre stratégie parce qu'il a un autre vécu, d'autres compétences, une autre position. Et je pense que c'est ça qui a réussi à bien fonctionner dans les municipales, c'est qu'on a réussi à avoir des dynamiques transpartisanes. Et j'espère que c'est ça qui va nous inspirer pour les 2 prochaines années à venir. Je ne sais pas pourquoi je dis 2, hein, c'est au hasard. Mais pour essayer de préparer quelque chose bien plus... inclusif, et parce qu'en fait en face ils sont hyper bien organisés, hein. Ils ont leur club ensemble, ils ont fait les mêmes écoles, ils se voient dans les mêmes dîners, et nous on passe beaucoup de temps, comme on n'arrive pas à les attaquer, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer la FNSEA. Heureusement qu'on a des gens qui s'y attaquent. C'est beaucoup plus facile de s'attaquer à un gars qui est un petit peu en marge de la conf mais qui est pas vraiment encarté à la conf ou je sais pas quoi, que de s'attaquer au vrai problème que peut-être la FNSEA. Mais je vais laisser la parole à Daniel sur ce sujet. Oui, moi je suis d'une génération où il y a déjà 35 ans, on disait qu'il y avait urgence à agir. Mais urgence à agir. Donc on a été de ceux quand même qui disaient, bon, c'est difficile de changer tout de suite, donc il faut de la transition écologique. Mais on disait ça dans les années 90. La transition écologique, elle était encore valable dans les années 90. C'est-à-dire on pouvait espérer une résilience des entreprises, on pouvait espérer un vote massif des citoyens. Ce n'est pas arrivé du tout. Donc on est dans une difficulté, à mon avis, démocratique importante. Et quand j'ai pris mon arrêté, j'ai été sollicité par énormément de mouvements jeunes alternatifs qui sont venus me voir, qui sont venus me soutenir, tu l'as dit, au tribunal, etc. Des jeunes très motivés. Il y a une chose qui les réunit, ces jeunes, c'est qu'ils ne veulent plus de politique. Et ils sont dans Extinction Rébellion, dans Le Vent se lève, dans tout un tas de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont encore, je dirais, non violents. Ils ont une aspiration profonde non violente. Mais je vois aussi que l'on criminalise, on tente à criminaliser leurs actions pourtant non violentes. Regardez, je ne sais pas si j'approuve cette initiative, mais en tout cas je l'approuve en tant qu'initiative non violente, quand des jeunes activistes vont enlever le portrait du président Macron pour protester contre son atteinte à la planète et le non-respect de la COP21. Bon, c'est un acte non violent, c'est un acte symbolique. Ils ont été traînés devant les tribunaux. Heureusement, un procureur, quelque part, a dit « mais cette action est non violente et elle peut être légitimée de fait de la non-action de l'État à agir ». Donc, mais je pense que l'on peut risquer d'aller dans une société d'affrontement, tellement les lobbies sont forts. Vous savez, en Bretagne, on a quand même été tous assis, sonnés par la démission de Nicolas Hulot. Pourquoi ? Parce qu'il est breton, il habite Saint-Lunaire. Donc dès qu'on attaque un breton, vous savez, nous, on réagit. Un breton écologiste. Donc, ouais, parce qu'il y en a d'autres. Pourquoi un ministre d'État, 3e du gouvernement, qui n'est pas réputé comme un énervé, qui est plutôt réputé comme un résilient, c'est-à-dire il a été quand même du côté du business, il a été dans des Ushuaïa, etc. Il n'a pas été écologique tout de suite. Il est devenu écologiste parce que, à force d'aller faire des reportages ici et là, il s'apercevait, en revenant 4 ans, 5 ans, 10 ans après, de l'état de dégradation de la planète. Il devient ministre, 3e du gouvernement, ministre d'État. Ce ministre démissionne. Et quand il démissionne, il dit « toutes mes décisions en tant que ministre sont contrariées systématiquement par le ministère de l'Agriculture ». Est-ce normal qu'à l'intérieur d'un ministère
comme celui du ministère de l'Agriculture, qui est le ministère qui gouverne aujourd'hui en France, se trouvent à l'intérieur de ce ministère des lobbies qui poussent à la décision gouvernementale. Quand un ministre d'État propose une loi Egalim, que cette loi, entre le moment où il quitte son bureau et le moment où il arrive pour la signature, il y a eu des changements, des ratures et des modifications qui ont été faites par la FNSEA, est-ce que c'est normal ? Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir confiance aux politiques, même à des politiques modérés qui ont une sincérité dans l'action. Donc, vers quoi allons-nous pouvoir aller aujourd'hui dans une société qui ne veut pas de résilience parce que le pouvoir politique n'en veut pas ? Et quand on a des entreprises, quand on a la chance de trouver des entreprises qui veulent aller vers de la résilience, je pense par exemple au groupe Fleury-Michon. Fleury-Michon décide dans son conseil d'administration, ses actionnaires, etc., ils décident qu'ils rentreront dans une résilience forte. Que ça ne sera pas du greenwashing, ça ne sera pas de l'habillage, mais ils vont y aller fortement. Ils prennent 2 décisions. Nous achèterons que du porc bio. Ils se retrouvent tout d'un coup face à une difficulté objective. Ils ne peuvent pas acheter du cochon bio local. Ils sont obligés d'aller les chercher au Danemark, les acheter au Danemark. Gros problème pour eux. Deuxième problème, ils décident, nous n'allons plus mettre de sulfate, de sulfite dans le jambon. Le jambon est rose parce qu'on met des sulfates et des sulfites qui colorient. Et donc, on va vendre uniquement du jambon de sa couleur normale, c'est-à-dire de couleur grise, plutôt grise, etc. Ils ont mis ça en vente, ça a été l'effondrement des achats. L'effondrement des achats. C'est-à-dire que les citoyens ne pensent qu'un jambon qui n'est pas rose est un mauvais jambon. Donc c'est une vraie problème. Quand le groupe Danone, le président du groupe Danone, Emmanuel Faber, décide et fait voter à son conseil d'administration, à ses actionnaires, le fait d'être une entreprise de mission, regardez à quel point il est attaqué sur la non-sincérité de son action, sur le fait que c'est un coup marketing. Sauf que quand on interroge, je pense à Joël Labbé, notre ami Joël Labbé, sénateur du Morbihan, qui a auditionné donc, au Sénat, qui a auditionné Emmanuel Faber, il me dit, mais ce type est d'une très forte compétence pour accéder à la résilience et d'une très grande sincérité. Nous n'avons pas pu le coller sur sa sincérité, sa logique industrielle est forte, ses décisions sont fortes, etc. Mais c'est un groupe, si vous voulez. C'est le groupe Danone. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher du côté de ceux qui ne seraient pas nos alliés ou est-ce que nous allons continuer à faire de l'alternative, c'est-à-dire passer notre temps à aller sur la plage de Saint-Michel-en-Grève ou de Tréduder pour constater que encore cette année, il y a des algues vertes? Il y a, dans la notion de résilience, j'imagine qu'il y a une notion de long terme qui est assez importante. Or, l'ensemble du système économique est quand même plutôt basé sur une logique court-termiste. Et c'est vrai que ce soit, j'imagine, pour des TPE jusqu'à des très grandes entreprises. Donc j'imagine que c'est un souci. Les entreprises ont besoin d'avoir un carnet de commandes qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Donc justement, comment, dans une logique de résilience, transformer un système économique qui n'est pas du tout pensé pour être peu consommateur en ressources, en énergie, comment transformer pour ces entreprises qui ont la volonté de le faire. Mais finalement, Danone, au quotidien, ils ont un besoin de consommation qui est énorme pour subvenir à ce qu'ils ont déjà construit et ce qui est bâti. Est-ce que c'est pas une limite, du coup, à la résilience, cette préférence pour le présent et pas pour le long terme, quoi? Je pense qu'il faut rappeler que le modèle économique est une théorie, un dogme. Juste pour mémoire, Nobel, quand il est mort, il a dit « Je veux bien un prix Nobel de chimie, un de médecine, un de la paix, mais surtout pas un d'économie ». Donc ces héritiers là sont en train de se battre parce qu'il y a un prix Nobel soi-disant d'économie. Bref, donc, et d'après moi, c'est le modèle économique qu'on nous a imposé qui est totalement vicié et qui nous emmène de plus en plus vite dans le mur. Et pourquoi? D'après moi, parce qu'on compte mal. On compte mal parce qu'on compte que le PIB. Et à ce tarif-là, un supertanker qui s'écrase sur des côtes, il faut le démanteler, il faut nettoyer la côte, il faut reconstruire un nouveau supertanker, il faut le re-remplir, ça fait du PIB, ça fait de la croissance. Donc une marée noire, c'est bon.
dans notre modèle. Donc c'est une folie. On compte pas ce qui compte réellement. Et donc moi, depuis plusieurs années, et notamment avec Faber, d'ailleurs avec Emmanuel Faber et Bompard, qui est le président de Carrefour, moi je plaide pour un truc que j'ai pas du tout inventé, hein, mais de Jacques Richard, qui s'appelle la comptabilité en triple capital, et qui est l'idée de rajouter dans notre lunette d'analyse 2 autres capitaux, qui sont le capital naturel et le capital humain, et donc l'intégrer dans le compte de résultat des entreprises, dans le bilan comptable, et d'évaluer la pertinence ou l'activité d'une entreprise à l'aune de ces 3 capitaux. Et à ce tarif-là, on n'aurait pas ce qu'on a actuellement. Juste pour mémoire, l'entreprise la plus rentable au monde en 2018, c'est la saoudienne de pétrole. C'est-à-dire les mecs, ils ont trouvé un trou, ils ont mis des barrières autour et ils pompent, et c'est le truc le plus rentable. Enfin, je ne sais pas ce qu'on valorise à part tout ce qui est mauvais, la propriété, bref. Et donc, du coup, il faut changer le modèle comptable. Comment est-ce qu'on fait ? On a de la chance parce que le président actuel, son programme s'appelait Révolution, donc a priori, on est... voilà. Et puis, il a parlé de résilience alimentaire il y a quelques temps, donc a priori, il a compris plein de choses. Je ne sais pas si le nouveau gouvernement... Enfin, voilà. Bref, toujours est-il que c'est sur ça qu'il faut se battre. Et à mon avis, nos alliés, parfois, sont ceux qu'on suppose le moins possible être nos alliés. Et moi, je vois en Emmanuel Faber, effectivement, un complice pour nous aider à changer les choses. Le jour où Emmanuel Faber dira « c'est bon, j'arrête l'eau en bouteille », là, il va faire mal. Hein. Il va faire mal à sa boîte, mais il aura été au bout et pour l'instant, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il a des actionnaires et lui, il a à l'interface d'un côté des citoyens et une demande pressante des consommateurs pour changer. Et de l'autre côté, il a l'interface d'actionnaires qui sont contre du long terme et qui veulent toujours leur rendement à plusieurs chiffres. Oui, ça c'est quand on ne voit que par les entreprises du CAC 40. Mais il y a tout un mouvement d'entreprises, des PME, de TPE qui eux s'interrogent. Il y a plein de chefs d'entreprise qui aujourd'hui se posent la question du sens qu'ils donnent, comme beaucoup de citoyens se disent quel sens je donne à ma vie dans le travail que je fais, et qui sont en train de se réorienter, surtout depuis la crise du Covid. Et je pense que dans le monde économique, il y a ça aussi. Il y en a plein qui réagissent en disant mais de toute manière, ce que je faisais avant, je ne pourrais plus le faire parce que problème de ressources, problème de changement de comportement des consommateurs. Donc, ils sont en train de réfléchir à cet accompagnement. Donc, il faut qu'on arrive à les accompagner. Ça veut dire qu'on mette en place d'autres modèles, mais c'est comme en agriculture. Il faut qu'on accompagne aussi ce changement. On en parlait tout à l'heure avec François Dufour. On a besoin aujourd'hui d'avoir 1 million d'exploitations. Il y en a 400 000, je crois. Et donc, il faut remettre des gens à la culture de proximité, l'agriculture de proximité, des fermes de proximité. Ça veut dire qu'il faut accompagner ce mouvement-là. Et c'est mal barré, puisque dans l'accord qui vient d'être trouvé européen, où tout le monde crie victoire, etc., c'est vrai qu'il y a une belle victoire, c'est la solidarité financière entre les États européens. Le pendant de ça, c'est les concessions qui ont été faites sur toutes les autres politiques européennes, et notamment la politique agricole commune. Et c'est le pilier 2, celui qui va à l'agriculture de proximité, qui a été divisé par 2, pratiquement, le budget. Donc là, les députés européens ont réagi en disant on n'acceptera pas cet accord parce que la PAC, il faut qu'on la défende différemment, parce que Erasmus, il faut que ça continue, parce qu'il faut qu'on mette en place des politiques de santé européennes. Donc il faut qu'on puisse accompagner ce modèle-là. Moi, je suis sur le territoire où je viens industriel, il y a ArcelorMittal qui fait de l'acier, en gros que pour l'industrie automobile, hein, c'est son principal fournisseur. Il fait 7 millions de tonnes d'acier par an. Et aujourd'hui, en France, et dans les pays dans le monde, quand vous produisez 1 tonne d'acier, vous émettez, en France, c'est 1,7 tonne de CO2. En Chine, c'est 2,2 tonnes, parce qu'on fait un peu de progrès chez nous en France. Donc cette usine ArcelorMittal Dunkerque, 7 millions de tonnes d'acier par an, 13 millions de tonnes de CO2. 2% des émissions de CO2 de la France, c'est cette usine de Dunkerque. Si vous rajoutez celle de Fos-sur-Mer, 3% des émissions de CO2 de la France. C'est dingue. On sait aujourd'hui, il y a des tests qui se font en Finlande, en Suède, on est capable de produire de l'acier zéro carbone. Comment on fait ? Au lieu de mettre du charbon pour chauffer les fours et l'acier, on fait de l'énergie éolienne, c'est ce qui se passe en Suède aujourd'hui. Il y a des éoliennes en mer. On transforme cette énergie verte en hydrogène, avec de l'électrolyse de l'eau, et on chauffe les fours à base d'hydrogène. Et on a un acier zéro carbone. Quelles conséquences pour le consommateur qui achète sa voiture ? Comment ça va surenchérir le prix des voitures ? 100 €. 100 € pour l'achat d'une voiture. Sur 15 000 €, sur 20 000 €, c'est le prix du pneu de la roue de secours, 100 €. Donc on se dit, on est capable
de faire de l'acier zéro carbone. Comment on accompagne ça? Ça va coûter 10 à 15 milliards d'euros pour changer le process dans l'entreprise. Il faut qu'on l'accompagne parce qu'on est gagnant dessus. Oui, il y a des grosses entreprises qui vont gagner de l'argent après en vendant cet acier, mais on est gagnant sur le plan du capital environnemental, comme le disait Maxime tout à l'heure. Donc il faut qu'on intègre tous ces bilans-là, effectivement. Moi, je suis d'accord aussi avec ça. C'est ce qu'on appelle aussi les externalités négatives. Il faut qu'on inclue les externalités négatives. Je finis avec un exemple. C'est celui d'un paysan qui est élu européen avec moi qui s'appelle Benoît Biteau. Il a dans son dernier livre, il fait référence à une étude du commissariat général du commissariat développement durable. Général au développement durable. Voilà, commissariat général au développement durable. Qui a regardé le prix d'une salade bio et le prix d'une salade conventionnelle. La salade bio, elle est plus chère, 1 euro. La salade conventionnelle, on arrondit, 70 centimes d'euros. Mais ils ont intégré toutes les externalités négatives de la salade conventionnelle. Donc la pollution atmosphérique, la perte de biodiversité, la pollution des sols, enfin bref, plein de choses, de l'eau. Et ils arrivent au prix entre 17 et 27 euros le coût de la salade. Ces coûts-là, on ne les paye pas directement, mais on les paye indirectement dans la facture du traitement d'eau, dans la facture de la sécurité sociale, dans nos cotisations, puisque c'est des gens qui sont malades et que donc c'est des cotisations qui augmentent. Voilà le vrai coût du modèle dans lequel on est aujourd'hui. Mais il n'est pas apparent. Et il faut qu'à un moment, on mette ce prix-là aussi au regard des consommateurs. Parce qu'en fait, peut-être que ça va avoir un surcoût dans l'immédiat, mais on va lisser ce surcoût. Après, il sera complètement absorbé parce qu'on aura une meilleure qualité de vie. Parce que, enfin voilà, c'est ça l'enjeu qui est derrière. Donc il faut qu'on accompagne le mouvement économique. Il y a des gens qui sont sensibles, les petites entreprises. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est atteignable largement. Mais là, à vous entendre parler, tout ce qu'on entend, ce qu'on écoute, on a vraiment, enfin moi personnellement, je suis pas extrêmement politisée du tout, et on a le sentiment de vraiment deux mondes qui s'affrontent. Et qu'est-ce qui manque selon vous pour que ça bascule du bon côté entre guillemets? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des maires qui voudraient se lancer, faire des choix, enfin prendre des décisions fortes, des choix forts, ou des entrepreneurs qui, je sais pas, qu'est-ce qui manque à ces gens selon vous qui sont à la tête de différents projets et qui ont conscience de toutes les conséquences négatives de leurs actes. Et ouais, cette histoire peut-être de long et court terme, je sais pas, quel conseil, quelles difficultés vous avez rencontrées en vous lançant et Je crois qu'effectivement, ce qui vient d'être dit là, par Damien et Maxime, c'est tout à fait important, c'est-à-dire d'inviter les entreprises, en tout cas on ne les subventionnerait plus, on ne les aiderait plus d'aucune manière si elles n'intègrent pas la notion de produit intérieur net, c'est-à-dire net de tout impact négatif sur l'environnement et la santé. Remplacer le PIB par le produit intérieur net, c'est-à dire est-ce que je peux faire une entreprise qui n'ait pas d'impact sur l'environnement et la santé, oui ou non. Si cette entreprise a un impact sur l'environnement et la santé, elle doit disparaître. Donc je suis pour une dictature écologique forte. Parce qu'on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre que ça arrive. C'est quelque chose de catastrophique. Donc il faut absolument agir dans l'urgence. Et donc il faudra supprimer de notre champ de réflexion toute entreprise qui ne voudra pas rentrer dans la résilience ou qui n'essaiera pas d'entrer dans la résilience. Deuxième chose qui sera importante dans la dictature écologique, c'est cette notion fondamentale qui doit renverser, si vous voulez, l'approche qu'ont les écologistes aujourd'hui de la consommation. C'est-à-dire que je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en début de mandat et ça m'a servi de leçon une bonne fois pour toutes. Je suis élu maire en 1999 et au mois de mars-juin suivant, les gens voulant me rencontrer m'invitent chez eux, etc., prendre l'apéritif, une maison à l'autre, etc. Bon. Et il y a un des lotissements, si vous voulez, qui est vraiment au bord d'une route à grande circulation. Vraiment, c'est épouvantable. C'est la route Gévzé-Becherel, pour ceux qui connaissent. Et vraiment, quand on était dans les jardins des gens, c'était pénible. Et je venais d'être élu, je propose, tiens, on va construire un mur anti-bruit. On va faire quelque chose, on va créer une structure qui protège votre maison de la route parce que c'est vraiment pénible. Moi, j'habite pas là, hein, je découvrais même cette difficulté. Et je vois que les gens, si vous voulez,
ça n'allait pas. C'est-à-dire, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu dire comme bêtise? Je voyais que l'ambiance était beaucoup moins bonne tout d'un coup, quoi. Et je connaissais l'un des propriétaires d'une maison, j'essaye de discuter avec lui, et là j'ai compris tout de suite. C'est-à-dire que ma bonne volonté, mon empathie, ma proposition de solution, elle signifiait aussi symboliquement aux gens qu'ils avaient acheté une maison mal placée, dans un endroit mal placé, alors qu'ils se suent sang et eau pour rembourser les emprunts en travaillant à Citroën, ou à Cooper Standard, ou à l'Hôpital Sud. Vous voyez ? Donc c'est ce que Pierre Bourdieu a appelé la violence symbolique, c'est-à-dire quelque chose qui vient mettre en cause très profondément les choix que vous avez faits. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir, à la fois d'un point de vue de futur dictateur, mais aussi d'un point de vue de stratégie, c'est-à-dire de stratégie, de compréhension de ce que c'est une personne. Parce que quand vous avez des gens qui, vous savez, ont été élevés depuis tout petit au pâté ENAF, c'est extrêmement dur de leur dire que le pâté ENAF, faut s'en passer. Alors maintenant, il y a du pâté ENAF bio, ça va. Mais encore faut-il que voilà, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est de l'ordre de la violence. C'est la même chose quand vous mettez en place une cantine 100% bio, par exemple. Vous savez, la cuisinière, elle est là depuis 20 ans. Vous lui dites, bon, on va passer au bio maintenant, Colette. Qu'est-ce qu'elle imagine? Que depuis 20 ans, peut-être elle a mal nourri les enfants. C'est vachement dur. C'est très, très, très difficile. Et si, par malheur, vous faites une réunion publique pour expliquer pourquoi vous faites cette cantine 100% bio et que vous l'emballez d'un discours sur la planète, l'environnement, la santé, etc., oui, mais vous signifiez aussi aux parents. Vous posez directement aux parents, mais moi, je m'occupe bien de vos enfants, là, le midi, mais vous, qu'est-ce que vous faites le soir? Qu'est-ce que vous faites entre-temps? Donc, vous créez un malaise, vous savez, ce n'est pas une violence physique, vous n'agressez personne, au contraire, vous êtes même ultra sympathique. Vous êtes empathie, vous voulez le bien et la santé des enfants. Mais c'est vécu comme les gens, comme une remise en cause, en plus par un élu, remise en cause de ses choix personnels. Et ça, c'est intolérable. C'est-à-dire, c'est invivable, en fait, pour le commun des mortels. Et c'est une sacrée résistance à la transformation sociale. Et les écologistes sont très responsables de ça, donner des leçons, porter des jugements sur les comportements, porter des jugements sur les actes d'achat, etc. C'est pour ça qu'il faut passer à une dictature écologique, puisque comme ça ne sera plus en vente, on ne pourra pas l'acheter, comme dit Coluche. Mais du coup, pour revenir sur cet exemple, quand quelques années après, tu dis aux agriculteurs, en fait, ce que vous faites, on va l'interdire, tu es aussi dans le même rapport, aussi humain, et comment est-ce que tu concilies... Enfin, tu viens de dire que d'un côté, il ne fallait pas faire ça, mais de l'autre côté, on est quand même obligé de le faire. Donc, c'est... Quand tu te retrouves à la tête d'une commune dans laquelle vous avez une partie de la population qui dit « Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous protéger des pesticides de synthèse ?» D'ailleurs, en 2016, vous avez pris un arrêté d'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles autour d'une ruche, dans un rayon de 3,5 km. Vous pourriez peut-être prendre un arrêté de protection de nous, quoi, êtres humains, parce qu'on respire des pesticides malgré nous. On n'en veut pas, monsieur le maire. On n'en consomme pas, on n'en veut pas. Donc on en respire. Mais quand je vais voir les agriculteurs, je leur dis, dis donc, Benoît, là, il faudrait que tu renonces, parce que là, ça empoisonne dur, là, ton truc. Et qui me dit, ben moi, oui, c'est bien joli, Daniel, mais je viens d'acheter des pulvérisateurs, dernier cri, j'en utilise moins que mes parents, je viens d'investir au Crédit Agricole énormément, j'ai des diplômes, voilà mes diplômes, je suis formé au bon usage des pesticides, etc., etc. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec ton affaire ? Et puis, il faut nourrir la planète, et puis, etc. Donc, je me retrouve avec un rôle de shérif, en quelque sorte, à arbitrer entre des gens qui parlent santé et de l'autre côté qui parlent rendement. Donc, il faut prendre des décisions politiques, c'est-à-dire, puisqu'on n'arrivera jamais à les convaincre d'arrêter les pesticides, puisque leur syndicat les met dans une situation de dépendance intellectuelle et économique aux pesticides de synthèse. Donc, je suis désolé, mais il faut une loi qui interdit les pesticides de synthèse, et non seulement qui interdisent les pesticides de synthèse, mais qui poursuivent les entreprises, qui poursuivent au tribunal les entreprises qui ont osé mettre ces pesticides de synthèse sans jamais avoir fait d'études sur les conséquences auprès des riverains. Quand Corinne Lepage me dit, vous savez, monsieur le maire,
les autorisations mises sur le marché des pesticides se font sur la base d'un bordereau CERFA. Alors je dis, écoutez, madame, maître, je vous savais extrémiste, mais à ce point-là, quand même, votre radicalité, votre extrémisme, ça ne va pas nous aider dans la lutte. Elle était très vexée. Elle m'a envoyé par mail les 1260 autorisations bordereau CERFA. Et effectivement, j'étais scotché, c'est effectivement sur du déclaratif, d'une littérature scientifique produite par les producteurs de pesticides eux-mêmes, qui font que l'ANSES décide que c'est ou non sur le marché, sans qu'il y ait aucune contre-expertise, notamment sur la biodiversité et notamment sur la santé humaine. Comment voulez-vous qu'on se passe de dictature ? Je peux juste rajouter une chose dans le complément de ce que disait Daniel sur la culpabilisation. Et c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention. Moi, j'étais d'une commune où 33% des foyers vivaient sous le seuil de pauvreté. Donc c'est vrai qu'ils vont acheter, c'est les premières victimes du mal logement, de la malbouffe, de tout. Et donc il faut qu'on les accompagne. Parce que moi, les habitants, quand je les voyais, je faisais des réunions publiques quand on est passé au 100% bio dans la cantine. Eux, ils étaient contents finalement parce qu'ils ne peuvent pas l'offrir à leurs enfants, mais ils étaient contents que le midi mangent. Et puis on les a accompagnés pour qu'ils puissent eux aussi subvenir au repas des enfants le soir en bio, en leur mettant à disposition des parcelles de jardins partagés au pied des immeubles dans lesquels ils étaient. On a dit aussi qu'on allait chasser les perturbateurs endocriniens de la ville sans perturbateurs endocriniens. Donc on a fait la chasse partout, dans tous les services de la ville, pour voir tous les produits. Dans nos marchés publics, on donnait une liste de produits qu'on ne voulait pas voir dans ce qu'on achetait, etc. Et puis on a accompagné, en faisant des ateliers, la population à comment on se fait des produits ménagers, des produits d'entretien, des cosmétiques à base de produits naturels qui n'utilisent pas de perturbateurs endocriniens. Donc il faut... Et là, le maire, il a une responsabilité, mais il a aussi une capacité à pouvoir amener la population à faire autre chose, enfin à se comporter, à changer ses comportements. Quand on dit il faut laisser sa voiture, ce qu'on a fait sur l'agglomération dunkerquoise, j'étais vice-président au transport, ça aide. C'est qu'on a mis les bus gratuits sur l'agglomération, on a refait complètement le réseau de bus et on a décidé de la gratuité du réseau de bus et on a mis des primes vélo pour que les gens achètent le vélo. C'était avant le Covid, c'était il y a 3 ans maintenant et donc on payait 50%, on remboursait 50% du vélo. Et donc voilà, on a eu des gens qui ont pris du vélo, on a des gens qui prennent le bus, ça a été un succès dingue et ça bénéficie pas seulement qu'aux pauvres, ceux qui avaient 2 véhicules aujourd'hui prennent le bus et ils ont revendu un véhicule, donc c'est une économie à peu près de 4 500 € par an. Donc ça bénéficie à tout le monde, à l'environnement, à la santé de chacun et aussi à ce que les gens qui n'ont pas forcément accès à ces comportements-là au départ puissent y accéder. Et ils sont très contents de pouvoir y participer et à se donner. Moi, il y a plus de 800 familles qui sont venues se former à la confection de produits sans perturbateurs endocriniens. Donc on voit bien qu'il y a un engouement de la population. Il faut lui donner D'abord, il faut lui expliquer. Il faut faire de l'éducation populaire. Il faut expliquer aux gens ce qu'on vit. Il faut leur dire qu'à la télé, ils voient toujours les mêmes économistes qui leur tiennent toujours les mêmes discours croissancistes, etc. Et que, donc, il faut qu'on change ce monde. Et comment on peut changer ce monde ? Donc, on leur fait rencontrer plein de gens intéressants qui viennent leur raconter des histoires avec... Dans toutes les occasions, et tout le temps et à tous les niveaux. Ça peut être un agent d'accueil dans une maison de quartier, comme un éducateur sportif, comme un éducateur... Au centre aéré de la ville, par exemple, moi j'ai interdit les jeux de compétition. Les animateurs devaient se former aux jeux de coopération. C'est tout con, mais ils font plus, parce qu'on est dans une société où on est en compétition tout le temps. Les individus dès l'école, on a le classement de l'école, de la classe, etc., avec les notes, et puis ça poursuit ça tout le monde. Et les villes sont en compétition les unes à côté des autres, les métropoles en compétition, les territoires en compétition. On est dans un monde de compétition, mais qui est voulu, parce que c'est l'orientation, c'est le modèle de développement dans lequel on est. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui, les agglomérations dont tout le monde se barre à la moindre crise. Et on arrive en campagne, en Bretagne, pour les Parisiens, en grande partie, en Bretagne. Donc voilà, on peut accompagner ce changement au niveau local. Et c'est extrêmement important. Et puis il y a un autre niveau, et je voudrais vous en parler là, un autre niveau où on utilise encore aujourd'hui ce qui a marché dans le passé, la stratégie du choc. Qu'est-ce qu'on vient de voter, nous, au Parlement européen ? Enfin, moi, j'ai voté contre, mais ça a été adopté par la majorité. Il faut faire un vaccin contre le coronavirus. Alors là, quand je dis ça, oui, il faut faire un vaccin. Forcément, tout le monde, on est d'accord, il faut vacciner. Ma position, elle n'est pas contre les vaccins. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas profiter du choc pour laisser l'industrie pharmaceutique y aller gentiment. Et bien là, on va faire des vaccins, des tests de vaccins à base d'OGM.
dont on ne sait absolument pas ce que ça va donner. On va se dispenser des tests. Et ils ont obtenu, les laboratoires, que les effets secondaires, ils n'en seront pas responsables, c'est les États qui en seront responsables. Moralité, comme c'est l'État qui doit reconnaître les effets secondaires, eh ben, ce n'est pas l'État qui va prendre une décision contre lui-même, puisque ça pourrait entraîner de gros risques derrière. Mais voilà comment on utilise le choc de cette crise du coronavirus. Oui, c'est une crise, et en France, elle a fait 30 000 morts, et c'est regrettable. On aurait pu l'éviter si on avait pris conscience en 92, en 2002, etc., où toutes les conférences sur la Terre, sur la planète, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a Greta Thunberg aujourd'hui, mais il y avait en 92 au sommet de la Terre une jeune qui s'appelait Severn Suzuki, qui a fait exactement le même discours que Greta Thunberg. Je ne sais plus à quelle COP d'ailleurs, elle a fait ce fameux discours. Donc si on avait pris conscience de ça avant, on n'aurait pas eu le coronavirus. Aujourd'hui, cette stratégie du choc, moi, elle m'affole. On profite de ça pour y aller, et les lobbies font leur travail, et on accompagne, les politiques accompagnent dans leur grande majorité ces déviances de notre société. J'avais une question sur l'aspect d'imposer des choix à une population, parce que c'est une dictature écologique, finalement, c'est imposer des choix à une population qui n'est pas du tout préparée, peut-être, parce que c'est lié à une éducation qui date d'il y a 20, 30, 40 ans. Donc comment on va imposer des choix en ayant d'un côté, on ne veut pas imposer, parce que sinon on a forcément une posture très moralisatrice et idéologique, et en même temps d'un autre côté donc il y a cette posture qui existe à partir du moment qu'on impose un choix à quelqu'un, et d'un autre côté œuvrer aussi pour le bien commun. J'ai du mal à comprendre comment on peut défendre une position et l'autre en même temps, ça me paraît compliqué. Personnellement, mais c'est l'éducation populaire, ça me parle beaucoup plus, d'accompagner dans les choix par des subventions, par des choses, d'expliquer aux gens et de pas rentrer tout de suite dans une... Mais après, est-ce qu'on a le temps de le faire ? J'ai du mal à penser qu'une société résiliente puisse être le fruit de choix imposés qui sont peut-être bénéfiques, mais qui ne sont pas du tout liés à la manière dont pensent les gens aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être que là, on est 60 ou même pas. Peut-être qu'il y a plein de gens dans la salle qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit. Et donc déjà, comment on va expliquer ? On va leur dire, non, ça c'est imposé parce que moi j'ai le bon, qui décide du bon et du mauvais ? Est-ce qu'il ne faut pas trouver des agrégats qui nous permettent aussi d'avoir d'autres grilles d'analyse qui permettent aussi de révéler ce qui est mauvais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quoi. C'était juste pour nuancer cette notion de dictature écologique. D'une part, je pense qu'on a beaucoup avancé ces temps derniers vers la dictature écologique, puisqu'on a été quand même capable, face à un virus, danger imminent, de demander aux gens de rester chez eux et d'annuler la démocratie. On a même failli annuler ce festival. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Et aujourd'hui, j'ai envoyé un post pour la conférence qu'on a fait ce matin, et le post avec François Dufour était dans l'église. Et j'envoie ça, je dis super, conférence avec François Dufour. Je reçois des contre-posts en disant qu'est-ce que c'est ce merdier ? Vous avez fait ça dans une église, il n'y aurait pas eu un autre endroit mieux que ça, etc. Oui, alors obligé d'expliquer que c'est le préfet qui a décidé que les églises étaient compatibles avec le coronavirus. Bon, donc on est bien donc en dictature facile, je dirais, puisqu'elle est même intégrée par les gens qui sont capables d'accepter pendant plusieurs semaines la privation de leur liberté, même si on s'est beaucoup battu en Bretagne, on n'a quand même pas pu aller sur les plages. Comme on voulait. Donc, il y a, face à des dangers imminents, une réaction de l'État qui est très dure et rapide et autoritaire. Il y a des choses, comme par exemple avérées, c'est-à-dire sur lesquelles on ne peut pas discuter. Je n'ai pas envie de faire des conférences sur est-ce que les pesticides sont dangereux ou pas dangereux, est-ce que les pesticides nuisent à la santé ou pas, est-ce que ça pourrait être multifactoriel, peut-être c'est pas que les pesticides, peut-être que c'est aussi en plus le tabac, peut-être que c'est aussi en plus les particules fines. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je pense que c'est un débat qui doit être tranché politiquement, c'est-à-dire ces produits dorénavant n'auront plus droit d'exister. Et donc, on ne va pas tergiverser. Il n'est plus possible de tergiverser. Comment se fait-il que nos collègues maires, encore, puissent penser des opérations d'aménagement en dehors des centres-villes, en dehors de ce centre-bourg ? Rendez-vous compte qu'à Saint-Malo, à 2 km de la mer, on est en train de construire une piscine à vagues. 2 km de la mer.
Et comment des élus peuvent penser à ça? Et comment se fait-il que ça se fasse? Et on ne va plus pouvoir, si vous voulez, quand même, on s'est battu pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans contre Notre-Dame-des-Landes, et bien maintenant on devrait aller partout, mais on ne peut pas se démultiplier. Donc il faut des lois qui interdisent strictement, et c'est d'ailleurs dans la Convention citoyenne, il y a un certain nombre de choses qui vont très loin, mais d'autres qui ne vont pas assez loin, c'est l'interdiction absolue de l'étalement urbain. L'interdiction absolue, c'est-à-dire on ne peut plus prendre un seul mètre carré dorénavant de terre agricole et ou de foncier de biodiversité. C'est des décisions politiques. Ça se décide du jour au lendemain, ça ne coûte rien. Ça va contrarier beaucoup certains intérêts, notamment immobiliers, mais ça ne coûte rien. Donc c'est ça que j'appelle des positions, parce qu'elles vont modifier les changements. Et après, si vous voulez, comme disait Coluche, pour que les produits ne se vendent plus, il suffit de ne pas les acheter. C'est tout con. Bon, là, ils ne seront plus en vente par décision politique. Tout simplement. Et il faut faire très attention parce que il faut que les politiques soient très conscients de la capacité de non-résilience des groupes alimentaires en particulier. Aujourd'hui, les produits qui se vendent le plus, selon les grandes et moyennes surfaces, ce sont les produits sans gluten, sans sucre ajouté, sans sel, sans OGM, sans goût, voilà. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans les produits, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on sait ce qu'il n'y a pas. Et bien, ce sont les produits qui sont les plus fans aujourd'hui. Et l'agroalimentaire, sachant qu'il y a quand même comme une expertise citoyenne autour du blé et que le gluten peut, etc., ils vont développer cette marque. Il n'y aura pas de gluten, mais il y aura plein de saloperies. Donc, ce n'est pas possible que dans des produits, et on n'y arrive pas parce que des produits, bon, on y arrive, mais avec tellement de difficultés où on va mettre maintenant peut-être sur des produits le fait que ce produit-là est extrêmement mauvais, par exemple, en termes de sucre, de sel, on le fait maintenant. Les gens sont obligés de venir avec des applications pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le produit. Donc c'est un progrès quelque part. Mais ces produits, pourquoi sont-ils fabriqués? D'autant qu'on sait que fabriqués, ils le sont la plupart du temps dans des conditions salariales, des conditions d'entreprise qui ne sont pas non plus... qui sont assez éloignées de tout humanisme. Donc il y a une radicalité à avoir que je n'aurais pas eu en 1990, en 2000 même, parce qu'on disait, on va y arriver, quoi. Vous voyez, moi, j'ai même accepté, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai pu trahir le mouvement écologiste, puisque j'ai même été capable d'aller travailler avec le Parti socialiste. Vous voyez, j'ai quand même été capable d'aller dire, parce que je pensais que ce n'était pas possible qu'on n'arrive pas à les convaincre. Tellement on avait raison sur plein de choses. Ah ben bon sang, on n'y est pas arrivé, mais du tout. Donc il faut prendre la mesure, il faut aujourd'hui des politiques beaucoup plus fermes. Ce sont des politiques autoritaires pour certains lobbies. J'insiste, ce ne sont pas des politiques autoritaires pour le citoyen, parce que c'est pour le citoyen qu'on le fait, c'est pour la santé, c'est pour la biodiversité, c'est pas du tout la même chose. J'ai une dernière question, peut-être avant qu'on passe à vos questions, si vous en avez. Maxime, c'est une question pour toi. Il y a un truc qui m'interroge beaucoup. Par exemple, récemment, j'ai un prof en cours qui nous a soutenu qu'on ne pouvait pas nourrir toute la planète autrement qu'avec le système qui est en place maintenant. Le système qui nourrit toute la planète en ce moment-là Avec un enfant qui meurt toutes les 8 secondes. Est-ce que tu peux expliquer, contredire oui, vous pourriez avoir son nom. Est-ce que tu peux expliquer à quel point cette idée est fausse Celui qui l'a le mieux expliqué, c'est Jacques Capla, qui est un breton d'ailleurs, dans le bouquin L'agriculture bio pour nourrir l'humanité. Évidemment, avec 30% de ce qui est produit qu'on jette parce que la bouffe a perdu toute valeur et donc ça choque plus personne. Rien que si on voulait nourrir tous les gens qui souffrent de malnutrition, rien qu'avec ce que les Américains jettent, on y arriverait. D'accord. Et la question, en fait, il y a beaucoup de gens qui se servent de cet argument pour dire on n'a pas le choix, il faut continuer, et puis en plus, il faut même augmenter la surface arable, etc. On sait, et donc ça, c'est Bruno Parmentier, dans un de ses bouquins, qui a sorti toutes les études, et qui montre que même jusqu'à 10 milliards, sans augmentation de la surface arable et à périmètre constant, c'est-à-dire à régime alimentaire constant, on pourrait y arriver.
Donc déjà, cet argument, il ne tient pas la route. C'est la FAO qui a sorti les chiffres. Donc je vous invite à lire le bouquin de Bruno Parmentier, dont j'ai mangé le nom, mais qui s'appelle Nourrir l'humanité aussi, je crois. Et donc voilà. Et après, la question, c'est que pour produire une calorie en végétal de pain, une calorie de pain ou une calorie de bœuf, il faut 10 fois plus de surface pour faire une calorie en bœuf. Donc du coup, se pose la question du régime alimentaire. Et évidemment, en bouffant 80 kg de viande par an par Français, c'est difficilement généralisable. Et oui, il va peut-être y avoir un souci le jour où les Indiens, les Chinois voudront manger 80 kg de viande. Donc c'est à nous, de ce côté-là, de carrément se restreindre. Et voilà. Donc il n'y a aucun souci pour nourrir toute l'humanité en local, parce qu'on finalement, on n'a pas trop parlé de résilience alimentaire. Mais en fait, on n'a peut-être pas besoin, puisque le président, encore une fois, l'a dit. Il a dit qu'il fallait faire de la résilience alimentaire. Donc on est bon. Mais globalement, entre tout ce qui se perd, entre les aberrations des cycles avec des fuites, en fait, où il y a, en gros, où le lisier ou le fumier qui devient de la pollution qu'on doit gérer, alors que ça pourrait être les engrais si jamais on faisait de la polyculture élevage à la plus petite échelle possible. Nous, notre recommandation dans les états généraux de l'alimentation, on s'est battu avec la FNSEA pour ça, c'est dans l'atelier 11 sur la transition, on disait il faut dire que toute ferme doit être de la polyculture élevage au niveau de la ferme. Comme c'est ici, c'est le cas ici, vous voyez la diversité des activités qu'il y a ici. Et en fait, ça permet d'obtenir des rendements et surtout une autonomie qui se passe, qui n'est pas dépendante des cours extérieurs. Moi, la question que j'ai à tous les ministres de l'Agriculture depuis 10 ans que je suis chiant avec eux, c'est que devient la ferme France le jour où le baril vaut $200 ? Alors bien sûr, tout le monde me dit mais non, mais le baril, regarde, il est à $30, il est à 5. Ok, si quelqu'un sait me prouver que le baril passera jamais à $200, très bien, je veux bien entendre. Mais a priori, c'est pas comme ça que ça va se faire. C'est une gaussienne, le pétrole, donc ça va augmenter. Et que devient la ferme France le jour où le baril vaut $200 ? Et ben là, on sait plus se nourrir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, le modèle défendu par ton professeur est un modèle qui ne fonctionne que à 2 conditions. C'est de laisser une partie de la population crever de faim, parce que c'est vrai, et il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 8 secondes parce qu'on leur fait produire pour nous soit du coton, soit du soja, soit de l'huile de palme, soit je sais pas quoi, et qu'on leur a enlevé leur culture vivrière. Et la deuxième condition à laquelle ça tient, c'est un baril pas cher, quoi, et c'est du pétrole pas cher. Et donc, non, enfin, pareil, moi on n'a plus trop envie de débattre de ça parce que c'est des marchands de doute. Les lobbyistes sont des marchands de doute. Ils sont hyper forts à ça. Et ils sont hyper forts parce qu'en plus, beaucoup de citoyens, c'est un peu populiste, se disent mais oui, mais c'est pas si simple, on pourrait pas nourrir toute l'humanité. Et donc du coup, je vais voter pour les gens qui pensent ça aussi. Et donc c'est ces gens-là qui continuent à entretenir le doute avec les lobbyistes avec lesquels ils bossent, quoi. Donc oui, moi j'avais jamais entendu Daniel parler de dictature écologiste, mais du coup on va te laisser en première ligne sur le truc. On est derrière, caché. On regarde, et juste, j'ai une petite remarque par rapport à ça aussi, par rapport à la stratégie du choc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Olivier Véran, arrivé tout fraîchement ministre de la Santé, qui, à France Inter le matin, dit « Bon, en Chine, ils ont de la chance quand même. Ils ont réussi à imposer le masque et le confinement, quoi. » et donc, on était là en disant « Oh là là, il est là pour parler de dictature. » Enfin, tu vois, il loue la dictature quelque part. Et puis, 3 semaines après, on fait la même chose en France. Et ça me fait penser aussi à Clément Viktorovitch, qui analyse un peu la rhétorique des choses. Et effectivement, plus on dit des choses grosses, énormes, comme Trump ou Bolsonaro s'amusent à faire, plus on élargit le cadre de pensée des gens. Et plus des trucs qui, hier, nous paraissaient totalement fous, commencent à être audibles, à se dire, à s'entendre, à se débattre, alors qu'en fait, il y a un moment où, ouais, clairement, attends, on dit que les pesticides, ça tue. Est-ce que ça tue plus, moins, machin ? On s'en fout. Ça tue, c'est interdit, on interdit ça et basta, quoi. Il faut voir la mesure, si vous voulez, que la démocratie est en difficulté, la démocratie est en danger, parce que ce sont des lobbies qui décident en lieu et place des politiques. Je vais prendre un exemple sur les pesticides.
des pesticides, il y a plein d'études qui montrent le danger vraiment redoutable des pesticides pour la santé, pour l'environnement. Rendez-vous compte que le professeur Alexandre, je ne sais plus son nom, il y a 22 ans déjà, a montré le lien qu'il y avait entre les pesticides, les perturbateurs endocriniens et les pathologies du fœtus. Bon, 22 ans. Il a démontré ça en tant que professeur d'université. Bon, il n'est pas écouté, il n'est pas entendu, et les lobbies évoluent. Donc, par exemple, dans les chartes départementales mises en place par la FNSEA, les chambres d'agriculture et les préfets dans chaque département, à la demande de l'État. À la demande de l'État. 10 chartes. C'est des chartes de bon voisinage, que j'appelle, moi, des chartes de bon enfumage. C'est-à-dire qu'on va venir vous intoxiquer, mais on va vous envoyer un SMS avant. Donc tous aux abris. Tous aux abris. Mais ils vont plus loin. C'est-à-dire interdiction dorénavant de parler de pesticides. Pourquoi ? Parce que dans le mot pesticide, il y a le mot peste, c'est pas très joli. Mais il y a surtout le mot cide. Cide, ça veut dire tuer le vivant. C'est le bon mot. Tuer le vivant. Tuer le vivant. Donc, il ne faut plus qu'on emploie le mot pesticide parce que c'est un mot gênant, vous comprenez, ça nous complique la vie, les gens pensent qu'on les empoisonne, etc. Donc, on change le nom et on appelle ça produit de soins des plantes. C'est marqué, article 1. Il n'est plus question dorénavant de pesticides, il est question de produits de soins des plantes, de médicaments des plantes, etc. etc. Donc, évidemment, la vigilance citoyenne, elle est mise... Elle n'est plus là, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire face à ces lobbies et ces intelligences des lobbies ? Moi, je peux vous dire que c'est une intelligence manichéenne. Cette notion d'agribashing, par exemple, c'est incroyable à quel point c'était efficace. C'est une invention de la FNSEA qui a été reprise après par le ministère de l'Intérieur pour dire que dorénavant, toute personne qui se mettra à critiquer le modèle agricole dominant, qui considérait comme montrer du doigt les agriculteurs, moi on m'a dit, si tu critiques les pesticides, des gens vont se suicider à cause de toi. J'ai dit, voilà. Donc on met, si vous voulez, cette culpabilité, on dérive les choses. Donc on va être dans des difficultés très 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 importantes et comment dirais-je, il y a quelques années, puisque Jean-Michel Lemétayer avait cette terre, qui était président de la FNSEA, qui est mort malheureusement, brutalement, il y a 5 ans d'une crise cardiaque, quelqu'un que je connaissais bien, qui avait des terres sur ma commune. Et un jour, je vais chercher le journal dans la commune d'à côté, à Vignoc, et puis je le vois, qui me dit « Ah, vous, les écolos, vous êtes foutus ». Je dis « Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ?» « Oh, on a inventé un truc, c'est imparable. » Imparable, c'est il y a 15 ans de ça, ou 20 ans de ça, c'est imparable. C'est quoi que tu as inventé ? Ah, on a inventé le concept avec les communicants d'agriculture raisonnée. Ah, ça, vous allez de mort là-dessus parce que tout le monde va confondre agriculture raisonnée et bio. C'est d'un cynisme, quand même. C'est d'un cynisme, quand même. Et je vous signale que le cynisme, c'est le propre de l'extrême droite. C'est-à-dire, on va dire quelque chose délibérément en sachant que c'est faux. En sachant que c'est faux. Et donc, mais parce que ça va attirer les choses ou tromper les gens. Donc, face à cette... Je reviens toujours, pour moi, c'est un choc terrible de voir qu'un ministre d'État, 3e du gouvernement, ministre de l'écologie, est capable de dire et de démissionner parce qu'il a face à lui des lobbies qui contrecarrent sans cesse. Quand vous savez que au ministère de l'écologie, où ils avaient à peu près réussi à convaincre le Parlement, à convaincre le Conseil des ministres qu'il fallait éviter l'huile de palme, l'importation d'huile de palme, que cette décision proposée par Nicolas Hulot a été contrecarré immédiatement par le ministère de la Défense qui a dit non, nous allons remettre en cause nos achats d'armes avec l'Indonésie si nous prenons cette décision. Donc ça, si vous voulez, ce sont des choses intolérables qui nous obligent à avoir une politique beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus offensive. Alors quand je parle de dictature, je le dis parce que c'est marqué dans la télévision est là et ça va ressortir partout sur toutes les antennes, Daniel Cueff voilà, dictateur, etc. Donc c'est une façon pour dire
qu'il nous faut, c'est une façon, bien sûr je ne suis pas un dictateur, mais quoique, mais c'est surtout pour dire qu'il ne faut pas hésiter, que la discussion et la pédagogie, c'est pour rendre des comptes, je dirais, mais c'est pas pour décider, parce que si on attend que les gens changent leur mode de consommation, on va attendre longtemps, tellement le marketing est efficace, tellement il a compris comment fonctionne l'achat des gens, tellement il a compris que les faiblesses dans lesquelles on est, et tellement il a compris que le besoin se crée, que le besoin se projette quand même dans des supermarchés, si vous voulez, quand on va dans les supermarchés. Enfin, moi, j'ai connu ça à une époque, c'était étonnant, je travaillais ça avec mes étudiants. Il y avait des systèmes, si vous voulez, où le caddie, par exemple, vous étiez obligé de le lâcher parce que vous vouliez prendre de l'huile, etc. Puis le caddie, pouf, 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 comme ça, glissait tout doucement vers des gondoles qui étaient moins en vente, etc. Vous voyez, toute cette stratégie de mettre tout d'un coup des chewing-gums en plein milieu des godasses. Vous voyez, tout ça, ce sont des stratégies de marketing qui vous poussent à la consommation. Et vous le savez, tout le monde le sait, vous allez acheter un paquet de chewing-gum dans un supermarché, vous sortez avec le caddie plein. Voilà. Et donc ça, c'est parce on a bien compris comment nous étions en situation de fonctionner. Donc il faut que le politique prenne la mesure de décisions assez radicales, à mon avis. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Il y a juste... les micros sont filaires, donc c'est un peu... Si tu parles fort, ça devrait aller. Juste pour revenir sur l'alimentation et globalement la question de pouvoir d'achat qui est quand même centrale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a quand même une paupérisation globale des masses, on peut dire ça. On a observé le combat des Gilets jaunes qui était en fait assez peu associé à celui de l'écologie parce qu'en fait il ne concernait pas exactement les mêmes personnes et les revendications n'étaient pas les mêmes. Et accessoirement on observe que manger mieux ça coûte malgré tout plus cher et surtout que manger pas bien, ça peut coûter vraiment pas cher, même à un point que personne dans la chaîne est rémunéré, excepté le grand distributeur s'il en vend des tonnes et des tonnes. Est-ce qu'il y a un moyen de faire converger ces deux choses-là ? Donc, sachant qu'effectivement, manger mieux, ça veut dire mieux payer tout le monde, c'est aussi... voilà, vous avez parlé de cette question de comptabilité avec les coûts humains et les coûts de la planète qui seraient intégrés là-dedans. Est-ce qu'on peut faire converger ces deux choses-là, ou est-ce qu'à l'inverse, ça impose de revoir son mode de consommation plus globalement? Est-ce que ça impose, comme il y a des dizaines d'années, d'avoir en fait une assiette qui est destinée à l'alimentation plus importante que celle qu'on a aujourd'hui, donc rogner sur nos loisirs, sur notre façon de consommer de l'entertainment et ce genre de choses. Voilà, c'est le genre de questions. Ouais, moi il y a quelque chose qui m'a fait bifurquer en 2011. J'ai vu un documentaire de Jean-Paul Joly qui s'appelle « Nos enfants nous accuseront ». Et c'est là que j'ai pris la décision de passer au 100% bio dans les cantines scolaires. Et à la fin de ce reportage, parce que c'était aussi ce qui concernait ma population, il y a une dame il y a une dame qui raconte qu'elle n'était pas du tout convaincue par le bio et que en fait sa fille qui est à l'école a mangé, c'était à Montsartou je crois, a mangé bio, etc. Elle lui racontait, parce qu'il y avait tout un accompagnement des enfants, pourquoi c'est important, etc., que la mère s'y est mise. Et en fait elle dit, finalement avec le même budget, eh ben, on mange aujourd'hui du bio, on a retiré toute l'alimentation conventionnelle. Parce qu'en fait, quand vous faites attention après à ce que vous mangez, eh ben, vous supprimez plein de choses complètement inutiles. Vous mangez moins de viande, et la viande, ça coûte cher dans le budget de l'alimentation. Et donc, en fait, avec le même budget, vous pouvez manger mieux en qualité derrière. Moi, ça a aussi résonné dans ma tête, en me disant, bah oui, il faut accompagner les gens vers ça. Alors, on se bat aussi contre des phénomènes de culpabilisation. Pourquoi on mange beaucoup de viande aujourd'hui ? Parce que pour les parents, c'est important de donner de la viande à ses enfants. Ça a été un progrès. Parce que moi, je vois mes parents, par exemple, ils mangeaient de la viande une fois par mois. Et ben, eux, ils étaient contents que nous, les 6 enfants dans la famille, on ait de la viande au moins une fois par semaine. Et puis nous, on donnait presque tous les jours à nos enfants. Mais c'est complètement idiot, on n'en a pas besoin. On peut s'en passer complètement aujourd'hui, même si ça peut être bon. Donc, je pense qu'il faut qu'on déculpabilise en partie ce discours-là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on donne aussi la bonne information aux gens pour leur dire, non, vous pouvez manger sans viande et vous aurez tout ce qu'il faut pour bien grandir, pour être en forme, pour être en bonne santé, etc. Et regardez ce que vous achetez.
C'est ce que aussi vient de dire Daniel. Quand vous allez au supermarché pour acheter quelque chose, vous revenez avec un caddie plein de choses complètement inutiles. Donc, si vous retournez dans le petit commerce au lieu d'aller dans le supermarché, dans l'hypermarché en périphérie, vous aurez plus ces tentations et donc vous achèterez le nombre de légumes qu'il vous faut, ce qu'il vous faut pour manger exactement. Donc, sur la question budget, même si la part de l'alimentation dans le budget global des familles a beaucoup baissé, je pense qu'on est passé de 21 à 11%. Non, de 30 dans les années 60 à 13, ouais. Ouais, 30, j'avais pas les mêmes. D'accord. Donc, c'est énorme. Et selon la police. Où est partie cette différence-là? Alors, est-ce que c'est dans le loyer, parce que les loyers n'ont pas été régulés non plus, donc ça a explosé aussi en partie? Ou est-ce que c'est dans la communication, parce que tout le monde a des portables et des machins et aujourd'hui paye des abonnements derrière? Donc, on peut regarder aussi quel est l'intérêt de la famille pour savoir effectivement, est-ce qu'on mange bien? Moi, je suis aussi pour que l'alimentation augmente parce qu'il faut que les agriculteurs vivent de leur travail, mais il faut aussi que les politiques agricoles soient réorientées vers cette agriculture de proximité au lieu d'aller enrichir l'agroalimentaire. Il faut qu'elles permettent à des fermiers de vivre correctement de leur production et d'avoir une alimentation qui reste accessible à la plus grande partie de la population. À un moment dans ta question, tu as dit où est-ce qu'il faut repenser globalement notre mode de consommation? Donc oui. Clairement, hein, de toute manière, un iPhone 6, iPhone 7, iPhone 9, on sait qu'en fait, ce système qui a besoin de croissance crée des jobs de merde qui, par exemple, sont des pubards qui vont nous vendre des trucs qui servent à rien, qui vont d'ailleurs impacter le prix du produit. Et donc, du coup, on va acheter des trucs chers qui cassent. Voilà. Donc, oui, il faut totalement changer notre système. Et je pense que, et moi, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure il y a quelques années, c'est que je pense que l'alimentation est la bonne porte d'entrée. C'est le seul truc, in fine, dont on est sûr qu'on aura toujours besoin, quoi. Et oui, il va falloir... Sur cette histoire de ça coûte, il y a beaucoup de gens, moi Sartou, qui disent qu'on y arrive à même budget. Et c'est vrai que c'est compliqué quand même, hein, faut pas se mentir. Les gens qui bouffent pour 2 € par jour, on va pas leur dire qu'ils vont réussir à bouffer bio à ce tarif-là. Donc il faut tout changer. Et moi, in fine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que de toute manière, ce besoin de croissance nous emmène dans le mur. Il n'y a aucun découplage possible entre la croissance du PIB et la croissance de l'exploitation des ressources. Donc, il faut faire tomber ça. Donc, il faut décroître. Et comment on fait? Il faut travailler moins. Si tu travailles moins, tu vas avoir plus de temps peut-être pour... Pas être autonome, ça sert à rien. Moi, j'ai un potager grâce au confinement qui est mieux que d'habitude, par rapport à l'époque où j'avais la ferme, mais qui est mieux que les années précédentes. Mais être autonome en légumes, c'est quand même assez compliqué. Hein. Faut y passer du temps. Mais clairement, on est dans une société où on a gagné tellement en productivité, on a... on est trop intelligent pour s'infliger des tâches chiantes. Hein. L'homme arrive à robotiser tous les trucs relous. Au final, il faut se dire, le plein emploi, le travail, on n'est pas là pour travailler en fait. Je pense qu'on est suffisamment intelligent pour que les hommes puissent ne pas avoir à travailler, tous, et c'est changer totalement de société. Mais si on continue à faire des jobs de merde, faire des pubs de merde qui vendent pour vendre des trucs qui servent à rien, qui cassent au bout de 2 ans, qui exploitent les ressources, dans les mines, il y a des enfants. Bref, on est dans un monde qui est quand même qui sent mauvais, et je pense que l'alimentation est une bonne base pour se poser ces questions-là. Et oui, il faut tout changer, je pense, dans notre système. Et moi, j'en veux dans les années 20 au consortium de l'ampoule qui ont dit non, mais attends, nous, les ampoules, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Philips savait faire des ampoules éternelles. Et le cartel de Philadelphie, voilà, dans les années 20, ils ont dit juste, c'est impossible. Si jamais on fait des ampoules éternelles, nous, on va les vendre une fois et puis après, on ne pourra plus en vendre. Et donc, ils ont interdit toutes les industries qui créaient des ampoules à vendre des ampoules éternelles. Et ils ont dit, si jamais tu vends ce type d'ampoule, on te sanctionne. Enfin, c'est peut-être pas là le début de la fin de l'histoire, mais en tout cas, voilà. On est quand même face à un problème. C'est-à-dire que on n'est pas d'accord avec Damien, en fait. Parce que Damien dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des produits de merde, il y a des choses inacceptables, mais on va faire de la pédagogie pour que les gens ne les achètent pas. Moi, je pense qu'il faut pas que ce soit en vente. Parce que ça nous éviterait beaucoup de pédagogie. Et il faut faire attention. Et deuxièmement, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un pauvre a peu d'impact sur l'environnement et la planète. Parce qu'il consomme peu. Il faut bien voir ça, c'est-à-dire l'impact des uns et des autres en fonction de la consommation qu'on a.
Ça, c'est une première chose. Et troisièmement, c'est aussi ce qui me tracasse dans la notion de consommation, c'est que quand on est pauvre, la définition d'un pauvre, c'est quelqu'un qui a du mal à accéder à la consommation. C'est difficile pour lui d'acheter. Et si en plus on vient lui dire que c'est pas ça qu'il faut acheter, c'est pas comme ça qu'il faut acheter, on lui explique qu'il ne faut plus qu'il achète du Nutella, alors qu'il vient de trouver un peu de sous pour acheter un putain de truc de Nutella qui est un poison, on crée là quelque chose qui pose un problème pour les gens, fondamentalement, c'est-à-dire non seulement je ne peux pas consommer, mais en plus on vient me commander, on vient me juger sur ma consommation, alors que je suis influencé par la télévision, que je veux être comme les autres, que je veux, si vous voulez, ne pas me distinguer, comme le dirait encore Pierre Bourdieu. Ouais. Dans ma commune, on avait cette notion de distinction, j'ai été frappé par ça, c'est-à-dire l'opérateur social qui a construit les logements sociaux très écologiques me disait, mais vous savez, monsieur le maire, des fois, on attribue le logement à quelqu'un donc qui peut bénéficier du logement social, et il nous appelle en nous disant « Merci, c'est gentil, mais est-ce que je ne pourrais pas avoir un logement comme tout le monde ?» Vous voyez, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas se distinguer des autres. Hein. Et ça, c'est très compliqué à comprendre dans notre logique de maire. Quand vous avez des voisins, par exemple, qui sont écolos, il vous invite à prendre l'apéritif. Vous allez prendre l'apéritif chez lui. Donc vous allez être invité, vous allez avoir des chips, des tas de saloperies, etc. Vous allez manger. Et puis pour vous remercier, votre voisin écolo vous réunit chez lui. Et puis là, vous avez des carottes avec des concombres, etc. Et les gens se disent, on a été mal reçus. Ben bon, non, mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Si vous voulez. Il y a quelque chose, un monde, si vous voulez. Donc il faut arrêter avec ça et prendre, je pense, des responsabilités politiques importantes avec une loi qui serait une loi très forte. Il est strictement interdit d'empoisonner ses voisins ou d'empoisonner ses concitoyens. C'est simple quand même, monsieur le député. J'ai 14 secondes, on m'accorde 14 secondes juste pour deux chiffres. 10% des plus riches émettent 60% des gaz à effet de serre. Donc il y a une journaliste qui a dit je parle de l'environnement depuis longtemps. Et 50% des plus pauvres, 10%. Donc du coup, les problèmes de surpopulation, on va d'abord s'intéresser aux problèmes de la consommation des riches. Et deuxième truc, c'est on fait de la pédagogie pour dire aux gens ne consommez pas ça, ne consommez pas ça. Moi, j'ai bossé pendant 7 ans dans l'EEDD, l'éducation à l'environnement et au développement durable. Si on regarde tous les budgets confondus de toutes les orgas, de toutes les structures qui bossent là-dedans, si on émarge à 50 millions d'euros par an, on a vraiment de la chance, et je pense qu'on est plutôt à 10 millions par an. Le budget de la pub en France, c'est 20 milliards par an. Comment tu veux te battre ? Ils donnent des miettes. On a 1000 fois moins pour communiquer sur les problèmes que ce que les gars veulent nous vendre partout. Et donc, voilà. Je suis désolé, on n'a plus le temps du tout pour plein de raisons diverses et variées, parce qu'il y a pas mal d'événements dans une seule et même journée, et que les journées ne font que 24 heures. Donc voilà, on va enchaîner avec le concert de Frédérica. C'était très intéressant, merci beaucoup, merci à vous. Et puis, merci.